Donc bonjour à tous. Donc y a-t-il encore une place à la reconstruction double faisceau du ligament antérolatéral, du ligament croisé antérieur, excusez-moi. Donc pourquoi on a essayé de faire des ligamentoplasties double faisceau du ligament croisé antérieur? C'était pour contrôler aussi bien la translation antérieure que le contrôle rotatoire pour éviter les pivot shifts résiduels dans la reconstruction du ligament croisé antérieur, en évitant de réaliser des plasties antérolatérales. Donc un peu d'anatomie. Le nom antéromédial et postérolatéral vient de l'insertion tibiale des deux faisceaux. Donc antéromédial pour le faisceau antéromédial et postérolatéral pour le postérolatéral au niveau du tibia. Au niveau de l'insertion au fémur, on voit que le faisceau antéromédial a une insertion en dessous du toit de l'échancrure intercondylienne et un faisceau postérolatéral avec une insertion un peu plus inférieure. Pourquoi ça marche pas? Ça revient. Concernant la biomécanique, le faisceau antéromédial a un contrôle efficace sur la translation tibiale antérieure après 30 degrés de flexion. En revanche, il a peu d'effet sur le contrôle de la rotation et donc sur le ressort rotatoire. Contrairement au faisceau postérolatéral, qui lui a un net contrôle sur la rotation interne et également sur le tiroir antérieur, mais seulement entre 0 et 20 degrés de flexion. Concernant les techniques, il y a beaucoup de techniques qui ont été publiées. La principale en 2004 par Yasuda, qui a été beaucoup recitée dans les publications, avec principalement 2 tunnels au niveau du fémur, 2 tunnels au niveau du tibia, avec une étude anatomique et une étude clinique qui a montré de bons résultats. Concernant la différence par rapport à une technique simple faisceau, déjà techniquement ça va être beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on va réaliser déjà 4 tunnels, 2 à chaque fois au niveau du fémur et plus ou moins 1 ou 2 au niveau du tibia, on reverra tout à l'heure. Et il y a autant de tunnels que de fixations, donc les risques péropératoires de complications sont plus importants, le coût également est plus élevé et le temps chirurgical également. Donc ça c'est la reconstruction qu'on a utilisée pour l'étude dont je vais vous parler par la suite. On commence d'abord par le tunnel antéromédial au niveau du fémur avec un viseur en outine, avec une broche et une mèche de façon simple comme d'habitude. Ensuite, on fait le faisceau postérolatéral au niveau du tunnel avec un point d'entrée fémoral qui va être plus inférieur avec broche et mèche. On va passer au tibia, où là on va avoir un tunnel un peu commun au départ avec une forme intra-articulaire binoculaire. Donc on va réaliser le premier tunnel tibial qui va pas aller en intra-articulaire. Ensuite on va pouvoir réaliser le tunnel plutôt postéro-latéral en réalisant avec la broche et une mèche, puis ensuite le tunnel antéromédial, pareil, broche et mèche. Ensuite, la fixation. D'abord le tibia, on va laisser les ischio-jambiers insérés, puis on va fixer avec une vis d'interférence au niveau du tunnel tibial. Ensuite, au niveau fémoral, on va fixer en premier lieu le tunnel, le faisceau postérolatéral en extension complète, puis le faisceau antéromédial, plutôt à 20 degrés de flexion. Il va nous rester les fils de traction qu'on va pouvoir fixer au niveau de la corticale. Ça fait une double fixation. Voilà le résultat final, avec en premier plan le faisceau antéromédial et en second plan le faisceau postérolatéral. Donc on voit bien qu'avec cette technique, qu'on se rapproche vraiment de l'anatomie initiale native du LCA, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt de faire tout ça? Et est-ce que les résultats sont meilleurs ou pas? Pour ça, la Santi Study Group, avec Dr Bertrand Sanricoté, on fait une étude à long terme qui est en revue en ce moment, avec une comparaison simple faisceau, double faisceau, période d'inclusion entre 2003 et 2008. Pour les 2 techniques, les ischio-jambiers ont été utilisés avec une fixation par vis. Le suivi moyen était de l'ordre de 15 ans. Les 2 groupes ont été appareillés, avec dans chaque groupe 198 patients, et l'appareillement a été fait selon le sexe, l'âge, l'index de masse corporelle et la participation au sport pivot au contact. Donc les groupes étaient comparables. Concernant les résultats, en termes de laxité post-opératoire, de syndrome de cyclope, d'arthrolyse ou de ménisectomie, il n'y avait pas de différence significative.
Concernant le taux de réopération global, il n'y avait pas aussi de différence, notamment sur la survie. Et concernant les échecs, donc la re-rupture, il y avait 11% de rupture dans le groupe simple faisceau contre 9% dans le groupe double faisceau. Il n'y avait pas de différence significative, notamment en termes de survie. Donc, en conclusion, y a-t-il encore une place pour la reconstruction double faisceau du LCA? Pour nous, il n'y a pas de meilleurs résultats, notamment à long terme, en termes de rupture. Et en plus, techniquement, c'est quand même plus difficile avec des risques de complications péropératoires plus importantes. Donc finalement, on est passé de la théodèse antérolatérale au double faisceau pour refaire un retour en arrière, où maintenant on se remet à refaire des théodèses antérolatérales et notamment depuis 10 ans une reconstruction du ligament antérolatéral. Je vous remercie.